Bienvenue Philippe Araou. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la commission technologie de l'IFAC, c'est ça? Oui. L'IFAC qui est la Fédération internationale des experts comptables. Mais vous avez été surtout celui qui a été mandaté par Emmanuel Macron, le président de la République française, pour faire le bilan de la digitalisation et de la PME, de la transformation numérique. Et vous avez remis votre rapport de mémoire il y a à peu près 3 mois, c'est ça? Oui, un peu plus, mais c'était dans le courant de l'année 2018, avec une action qui a été engagée par le gouvernement, qui a été voulue par le gouvernement. Et moi, j'étais très sensible au fait que le gouvernement accorde de l'importance à ce sujet de la transformation digitale de l'économie de notre pays. Pourquoi vous avez été surpris que Emmanuel Macron soit sensible à la transformation numérique de la PME? Jusque-là, ça n'était pas trop d'actualité. On parle beaucoup de numérique. Les gouvernements antérieurs avaient eu de l'action. Mais de s'intéresser à la PME, pour moi, était nouveau. Et bon, j'avoue avoir été un peu à l'origine de cette action. Donc, pour avoir échangé et avec le gouvernement et puis avec son secrétaire d'État. Emmanuel Macron en particulier? Absolument. Mais quand vous dites ça, c'est parce que peut-être qu'à l'époque aussi, même si ça dure encore un petit peu aujourd'hui, c'était les Gilets jaunes qui occupaient le devant de la scène. C'est pour ça que vous dites que je suis aussi... J'ai surtout été interpellé par le fait que le gouvernement et le président Emmanuel Macron soient sensibles à la transformation digitale et la PME. C'était antérieur aux Gilets jaunes. Donc, non, c'est un sujet avec lequel, avec Emmanuel Macron, qui était débattu entre nous depuis déjà avant qu'il soit président. Vous le connaissez depuis un petit moment? Je le connaissais parce que j'étais président de l'Ordre des experts comptables en France et que nous avions essayé de voir, dans le cadre de la loi Macron qui était passée en 2015, si on pouvait faire passer certains éléments. C'est la loi Macron de mémoire qui autorise les experts comptables à faire du conseil, entre autres, auprès de la PME, c'est bien ça? Entre autres, j'ai un peu cette paternité, puisque c'était un amendement que j'avais obtenu et négocié avec Macron. Parce qu'on va revenir aussi là-dessus, mais parce que le fait aussi de vous avoir aujourd'hui, Philippe Araou, c'est de se dire, dans un premier temps, qu'est-ce qui est ressorti de ce rapport, de ce bilan? Parce que ça peut être inspirant pour le Maroc, compte tenu de la proximité géographique, des géographies, économies, qui sont, où il y a quand même beaucoup de points de convergence entre la PME française et la PME marocaine. Alors, deux réponses à votre question. La première, c'est qu'effectivement, il y a une proximité entre la France et le Maroc qui est un partage de culture. On a une même culture de l'entreprise, de l'économie. Et des retards à l'allumage aussi. Bon, je ne veux pas être négatif. Donc, non, mais il y a des retards à l'allumage, non? Par rapport à d'autres pays, sur le numérique, de culture anglo-saxonne. Okay. Voilà, on est bien d'accord. Mais le sujet du numérique est un sujet qui est international aujourd'hui. Et donc, le même besoin se ressent partout. Je voyage pas mal et donc j'ai eu l'occasion de le constater. Par contre, ce qui a attiré l'attention du gouvernement, c'est que la France n'était pas particulièrement dans la top list des... C'est pour ça que je parlais de retard à l'allumage. Voilà, c'est ça. 16e, je crois, non? C'est ça à peu près? Oui, le classement dans l'Union européenne. Au niveau européen, il y a beaucoup de retard là. Il y a des indicateurs qui permettent de se mesurer aux autres. Et là, nous avons du retard. C'est quand même fou, être 16e sur la numérisation, en fait, et d'être à la fois la 5e puissance économique mondiale. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est antinomique ou pas? Absolument, ça l'est, d'autant que là, quand on parle de ce classement, on parle des entreprises, et notamment des PME. Oui. Mais quand on regarde le classement pour les consommateurs, eh bien, on n'est pas si mauvais élève que ça. On est plutôt bien classé. Ce qui veut dire que le consommateur français va sur Internet pour faire ses achats, mais qu'il n'achète pas forcément à des entreprises françaises. Et donc, si on raisonne en termes de balance commerciale, on se dit, il y a un truc là. Il y a un truc qui cloche. Voilà. Donc, l'effet de rattrapage, en fait, en tout cas le retard, ce qui ressort essentiellement de ce rapport que vous avez remis à Emmanuel Macron, il est là. C'est ça. Voilà. Alors, c'était le constat de départ pour dire ensemble, lui et son gouvernement et nous, les acteurs de terrain, il faut faire quelque chose. Quelque chose en faveur des petites entreprises, mais quoi? Et donc, il m'a été proposé de réfléchir à une action à engager pour sensibiliser les entreprises. Parce qu'il ne s'agit pas d'inventer ou de pondre une loi. Il n'y a pas matière à une réglementation, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc, du coup, le recours au juridique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez essayé de voir, sans passer par la loi, mais essayer de réfléchir à un accompagnement auprès des dirigeants de PME, mais également de TPE, je crois aussi. Il n'y a pas que la PME, essentiellement d'un accompagnement au niveau de la transformation digitale. C'est ça? Qu'est-ce qui serait utile à la petite entreprise pour lui faire passer le message qu'il y a urgence? Voilà. Parce que les stats sont là, les résultats sont là pour dire qu'elles ont pris du retard. C'est-à-dire si vous continuez comme ça, dans 10 ans, vous êtes mort. Sans être à la caricature. Ça, c'est le message subliminal qu'il faut faire passer. Oui, absolument. Mais qui est réel aussi? Oui.
Oui. Moi, ce sont les termes que j'utilise avec mes propres clients au niveau de mon cabinet. C'est se transformer ou disparaître. Hein. Il faut pas hésiter sur des mots. Mais parce que je sais aussi que vous avez écrit un ouvrage. Oui. En disant, le pourquoi et le comment. Oui. C'est ça? Le pourquoi, c'est... Pourquoi le dirigeant de PME, qu'il soit français ou marocain aujourd'hui, a l'obligation de réussir, parce qu'il y a aussi cette notion de réussite, sa transformation numérique lorsqu'il est à la tête d'une PME? Est-ce qu'il a le couteau sur la gorge? Le pourquoi, c'est comprendre ce qui se passe dans son environnement, dans le microcosme de l'entreprise. Il faut ouvrir les yeux sur ce qu'est la consommation d'aujourd'hui et ce que sont devenus les clients de l'entreprise. Et donc, en expliquant la place qu'occupent les nouvelles technologies, eh bien, ça permet peut-être d'avoir ce regard qui va faire prendre conscience à l'entreprise qu'elle est concernée parce que ses clients ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire c'est l'environnement de l'entreprise aujourd'hui qui dicte un petit peu la marche à suivre. Absolument. C'est ça, grosso modo. Oui. Donc les rapports et relations inversées. C'est rester en phase avec son marché. Ouais. Il y a une devise qui dit quand tout change autour de soi, il faut changer pour rester soi-même. Et donc, si les clients ne consomment plus de la même façon, il faut les adresser autrement. Donc voilà le pourquoi, c'est l'explication de cet environnement, d'une économie et d'une société nouvelle. Donc pourquoi une question de survie, c'est-à-dire une question de vie ou de mort, grosso modo, Oui. Et le comment? Le comment, c'est donner quelques exemples sur la façon d'aborder cette économie digitale pour des entreprises qui peuvent ne pas se sentir concernées. Parce qu'en réalité, le mal, il est là. C'est un problème de prise de conscience. Et le message à faire passer, c'est toute entreprise est concernée. C'est pas différent en France, de Maroc, de n'importe quel autre pays. Nous avons... Quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le chiffre d'affaires. Absolument. Oui, quelle que soit la dimension culturelle où la PME exerce. Dans l'esprit du chef d'entreprise ou des dirigeants en général ou des entreprises, il y a une méconnaissance de ce qu'est ce monde digital, en pensant que ce sont les autres entreprises, que ce sont les grandes entreprises, que ce sont les... Que c'est des robots qu'il va y avoir demain, voilà, qui vont faire le de boulot. L'industrie, Hein. de l'automatisation, et c'est plutôt tourné vers l'industrie. Et en réalité, c'est un changement de culture qu'il faut Pourquoi on engager. n'arrive pas à le sentir, ça? Parce que vous avez une proximité entre la France et le Maroc, il y a aussi cette proximité, cet héritage culturel aussi, où on a du mal à réagir tant qu'on n'est pas face au mur. Et on n'est pas confronté aux réelles difficultés. Donc pourquoi on a du mal à imaginer ce monde-là? J'ai l'impression que quand on est de culture anglo-saxonne, on est beaucoup plus imprégné, et puis on est beaucoup plus imbibé, voire on est moteur. Et voilà. Est-ce que oui, non? Oui, c'est pas vous regarder avec des yeux. Non, je ne peux que souscrire. Et bon, quand on parle de culture anglo-saxonne, c'est vrai qu'on se sent toujours différent quand on essaie toujours pour parler de l'autre. Ce qui nous freine peut-être, nous, dans nos cultures d'origine française ou latine ou méditerranéenne, appelons-la comme on veut, c'est qu'on n'a peut-être pas cette facilité à se projeter, à se remettre en cause et à aller de l'avant. Aujourd'hui, comprendre le monde digital, en fait, c'est faire une anticipation sur une échéance à venir, qui est peut-être pas immédiate. Peut-être qu'aujourd'hui, le business, il marche pas trop mal et que ça peut continuer ainsi. Et donc, le chef d'entreprise, il a plutôt le défaut d'être le nez dans le guidon et de manquer de recul pour essayer de deviner ce que va devenir son business dans 5 ans. Surtout quand on est à la tête d'une PME, je veux dire, dans une grande entreprise, je veux bien, mais à la tête d'une PME, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens aussi pour se projeter ou pour être bien entouré, puis je veux dire, et accompagné. On a d'autres priorités, me semble-t-il. Et ce qui peut manquer chez l'entreprise pour avoir cette prise de conscience, ce sont des indicateurs. Parce que son chiffre d'affaires se maintient, parce que les clients, ils sont toujours là. Mais il faut quand même lire entre les lignes et essayer d'anticiper. L'indicateur numéro 1, c'est le chiffre d'affaires. Tous les chefs d'entreprise. C'est le baromètre. Et donc ce baromètre-là, s'il ne bouge pas, il n'y a pas de prise de conscience. Par contre, quand il voit son chiffre d'affaires diminuer parce que les clients, ils n'achètent plus chez lui, à ce moment-là, il y a une prise de conscience qui arrive. Mais c'est un peu tard. Et le message à faire passer, c'est d'anticiper cette échéance pour se projeter dans un nouveau monde. Mais non, Philippe Araouz, justement, avant de se projeter dans ce nouveau monde, parce que tout le monde, en fait, a sa propre, son propre imaginaire, en fait, pour imaginer ce nouveau monde. Mais se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Système d'information, je pense que les grosses PME, en tout cas, les PME structurées, que ce soit en France ou au Maroc, sont outillées de systèmes d'information performants, de logiciels, de progiciels,
Il y a des PC un peu partout, il y a des tablettes aujourd'hui, il y a des smartphones, il y a la 4G, demain il y aura la 5G. Qu'est-ce qu'il faut avoir de plus, j'ai envie de dire, pour réussir ou pour procéder à la transformation digitale de sa propre PME? Déjà, à partir du moment où ils ont déjà fait tout ça. Vous êtes un peu optimiste quand vous dites qu'ils ont déjà fait tout ça. Pour les PME structurées, qui se battent avec les Américains et les Chinois sur les marchés internationaux. Voilà, de cette PME-là, je parle. Oui. Pour moi, c'est une question de culture, mais avec une évolution dans le concept en lui-même. Alors déjà, première étape, et c'est ce que j'avais mis dans le premier chapitre dans mon livre, dans le comment, c'est la relation client. C'est organiser d'une façon différente le positionnement sur le marché, mais surtout un mode interactif, un mode qui permet d'échanger avec son client d'une autre manière en faisant passer une autre valeur ajoutée. Il faut arriver à trouver de nouvelles propositions de valeur. De la valeur à travers la technologie. C'est quoi? C'est les applications? Alors, je sais pas. Oui, concrètement, c'est parce que par exemple. Je suis dirigeant de PME, je vous écoute. Philippe Araou est très charmant, mais je dois faire quoi? Est-ce que je dois acheter le dernier S10? Est-ce que je dois avoir toutes les applications hyper dynamiques, hyper modernes? Est-ce qu'il faut dans un environnement hyper fibré, ultra fibré, où il y a la 5G? C'est ça en fait qu'il faut. Alors, ça, 5G, oui, mais tout ne dépend pas de la 5G. Bien sûr qu'il faudra la 5G parce que ça ira beaucoup plus vite, c'est ce qu'on nous dit, performant, etc. On nous dit d'ailleurs que le Wi-Fi va disparaître. Oui. Sûrement. Il est déjà mort, le Wi-Fi. Et puis la 5G aussi, tout ça, c'est d'une pérennité très, très courte aujourd'hui avec les évolutions technologiques, évidemment. Mais il faut arriver à trouver cette notion de valeur pour être encore plus utile à son client. Et donc avec des outils, bon, si on parle de vidéo, mais des choses basiques qui ne sont pas coûteuses, on peut apporter à son client une autre valeur dans le service ou dans le produit qui lui est vendu. C'est-à-dire mettre l'accent beaucoup plus sur le service client. Oui, et le service après-vente et les explications, plutôt que de passer 1 heure à expliquer comment fonctionne une machine-outil, mais vous avez une petite vidéo didactique qui permet d'avoir le mode d'emploi, etc. Enfin, c'est envisager autrement la relation. Et ça, pour moi, c'est la base. Relation client, et là il y a des exemples très simples et ça concerne, j'ai donné dans ce livre des exemples tels qu'un coiffeur. Il n'y a pas plus traditionnel, apparemment il n'est pas du tout concerné par le digital. J'ai l'exemple d'un coiffeur qui a mis en place une application avec ses clients pour proposer, la semaine prochaine j'ai un trou dans mon planning le mercredi matin, si vous venez mercredi matin, vous aurez moins 20%. Bon, c'est tout bête, mais c'est ce monde digital de l'utilisation de la techno. Et pour la PME française, et parfois on a la même chose aussi au Maroc, c'est PME où il y a 200, 300, 400 personnes qui travaillent, le dirigeant de PME qui, même s'il a hérité de l'entreprise, qui là aujourd'hui, il voit une contraction de ce carnet de commandes, il essaie de se battre, en tout cas au Maroc, sur le continent un peu africain, avec un peu l'Europe aussi. Le dirigeant de PME française qui essaie de se battre aussi avec l'Europe et le marché européen, et puis les marchés mondiaux. Est-ce que tout ça, il va avoir le temps aussi? Est-ce que, déjà d'une part, et deuxièmement, même s'il a un peu l'intérêt et la sensibilité, de se dire, en faisant ça, en transformant la PME, mon entreprise, je vais faire des gains de productivité, je vais gagner des sous, je vais assurer la pérennité. Est-ce que ça c'est le cas ou pas? Ou alors c'est pas quasi certain? Quand on parle de cette nouvelle société, de cette nouvelle économie, il y a une place très importante à accorder au mindset, à la culture, à la façon de concevoir les choses et à la recherche d'une efficacité dans le travail de chacun. Il y a, alors le mot sacré, c'est l'agilité à mettre en œuvre dans l'organisation de l'entreprise et dans la façon de la structure. Les process, les pratiques managériales, commerciales. Oui, les relations en interne. Ça, c'est la partie pour moi essentielle. C'est l'organisation de l'entreprise à la repenser pour permettre à chacun d'avoir un espace pour sa créativité et d'apporter plus à l'entreprise. Donc c'est la PME version Silicon Valley que vous proposez. Oui. Non, mais c'est ça en fait. C'est la transformation de la PME française, ou je veux dire même marocaine, dans l'esprit Silicon Valley. Avec le toboggan comme chez Google, où on peut faire du toboggan pendant 6 heures de travail. Exemples, ce sont des images, mais c'est une réalité aussi chez les gens du net. De façon plus générale, c'est l'inclusion de cette génération Y dont on nous parle, qui est avec ses exigences, mais dont on a tellement à retirer si on sait la prendre dans le bon sens.
Donc c'est une nouvelle société. Nouvelle société, mais est-ce que c'est aussi pour le dirigeant de PME de se gratter à la tête en se disant, moi j'ai 200 employés, et si effectivement je suis convaincu par le livre de Philippe Araou, je suis convaincu par le rapport que Philippe Araou a remis à Emmanuel Macron, mais moi j'ai sur les 300 personnes, il y en a peut-être un gros tiers dont je n'aurais plus besoin pour réussir ma transformation digitale. Parce que je vais mettre un peu de robots, un peu de robotisation, en tout cas pour le travail minuté je pense au textile par exemple, l'industrie du textile. Voilà, est-ce qu'il y a aussi cet enjeu-là, non ? C'est une image d'Épinal, c'est celle contre laquelle il faut se battre. Oui, parce que vous êtes en train qui est dans les esprits, non, je pense. Oui, mais c'est le sens général qui est compris du digital, avec de l'automatisation qui supprime de l'emploi. Oui, certes, c'est possible. C'est possible. Non, qui est complémentaire aussi il peut y avoir une complémentarité entre l'humain et le robot. C'est une évolution. Ce qui est en train de réussir l'Espagne d'ailleurs, y compris au niveau de la PME. C'est une évolution des postes de travail, où il faut aller rechercher de la valeur ajoutée autrement. Et ça va certainement passer par de la formation. Et ça, j'y accorde pas mal d'importance dans ce livre pour montrer que il faut peut-être faire évoluer les collaborateurs. Et c'est là où j'en reviens alors à ces notions de soft skills à l'intérieur de l'entreprise, à cette agilité, pour les faire évoluer. Et à partir d'un savoir-faire qui va être automatisé, les amener dans une autre fonction auprès des clients ou dans l'organisation interne de l'entreprise. C'est-à-dire, la PME de demain, selon vous, doit se rapprocher de la start-up, avoir un fonctionnement start-up en tout cas en termes d'agilité, de réactivité, de flexibilité. 2, formation des employés, des collaborateurs sur les nouveaux métiers. Et 3, l'option de recruter si le besoin est nécessaire. C'est un peu ça, grosso modo, l'écosystème, sachant qu'aujourd'hui, et je crois qu'on a la même problématique d'ailleurs que ce soit à Paris ou à Rabat, c'est qu'il y a une pénurie de ressources et de compétences technologiques. D'ailleurs, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il y a certaines entreprises françaises qui nous piquent nos développeurs marocains. Tout le monde pique. Alors, je ne sais pas si c'est les mauvaises langues ou des bons ou pas, mais en tout cas, oui. Ce sont les Américains qui piquent nos talents. Donc les Américains vous piquent vos talents et puis vous piquez nos talents ici au Maroc, c'est ça ? Non, je plaisante. Non, il faut pas le voir. Non, mais vous plaisantez, mais c'est grosso modo en tout cas ce qui se dit. Ce que vous abordez dans ces 3 points, et de façon plus large ou générale, c'est la transformation de l'entreprise. Et des collaborateurs. La transformation d'une entreprise qui était dans une économie que je vais qualifier d'ancienne pour schématiser, mais qui était bien réelle aujourd'hui, il faut la faire évoluer. Et ça, c'est très difficile. Si on parle d'une entreprise qui démarre à zéro, elle est déjà dans l'économie digitale, il n'y a pas de souci. Mais celle qui doit faire ce cap, eh bien, il faut qu'elle... Elles sont majoritaires. Oui, il faut qu'elle vive cette évolution, mais il faut y aller avec d'autres méthodes. Donc oui, effectivement, mode start-up, c'est la clé du succès. La PME transformée en start-up. C'est se mettre en mode start-up malgré qu'il y ait de l'histoire et de l'ancienneté. C'est faire évoluer les compétences. Donc il y a une notion de formation qui est très importante dans cette phase-là. Et puis recruter de nouveaux talents, c'est-à-dire de nouvelles compétences que l'on n'a pas forcément. Et là, effectivement, on arrive à la gestion de la donnée. Agréger tout ça. On va y aller sur la question de la gestion de la donnée, la sécurité de la donnée, et le partage aussi, la circulation de la donnée. Mais agréger tout ça, ça va prendre combien de temps en moyenne ? Est-ce que, vu le temps que vous avez pris, je crois que vous avez pris 2 mois, non ? Pour faire votre rapport ? Oui, entre 2 et 3 mois. Ouais, 60 jours, entre 2 et 3 mois. Est-ce que vous avez été en capacité de dire à Emmanuel Macron, voilà, la transformation digitale de la PME française peut prendre aussi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans ou pas ? Est-ce que vous avez pu l'évaluer dans le temps, considérant que tout ce que vous avez développé et puis qu'il va falloir qu'il y ait une agrégation qui soit faite va demander du temps aussi ? Je ne veux pas vous décevoir et faire une réponse de Normand, c'est-à-dire ni oui ni non, mais chaque cas est un cas d'espèce. Donc chacun va y aller avec sa capacité à aller plus ou moins vite. La demande du président de la République et du gouvernement français, c'était d'envisager une mesure d'action publique qui consisterait à faire prendre conscience. Donc à partir du moment où on a fait passer le message et où le dirigeant a dit « Ok, j'ai compris, j'y vais », c'est là effectivement où ça peut prendre un peu de temps. Mais combien de temps va-t-il falloir pour faire passer ce message ? Ça, moi, je peux pas vous dire. Certains l'ont déjà fait, d'autres vont le faire rapidement, et puis il y aura une 3e catégorie qui ne le feront jamais. Philippe Araou, selon vous, par rapport au tissu économique de PME française aujourd'hui, sur les 10 prochaines années, oui. On sera en 2030. 2030, tout le monde s'accorde à dire, tous les grands experts de ce monde, c'est là où il va y avoir une destruction native. Hein. Voilà, disruption et voire transformation en tout cas de milliers, voire de millions
de métier. Est-ce que là, le véritable enjeu, en fait, va être à l'horizon 2030 ? Tout va se jouer à peu près à l'horizon 2030. Ceux qui auront pris le train, ceux qui seront laissés porter par la transformation digitale, s'en sortiront, et ceux qui ne l'auront pas fait seront balayés par la transformation digitale et tous les développements des nouvelles technologies. Est-ce que c'est ça ? Aujourd'hui, le curseur, c'est 2030. Dans 10 ans, ça va très vite. Je pense que d'ici 2030, effectivement, le paysage aura bien changé. Mais de dire aujourd'hui que ce sera en 2030, c'est-à-dire dans 11 ans, je crains que ça n'entraîne pas une réaction rapide. C'est trop loin, en fait. 2030, ça se prépare aujourd'hui. Ben oui, c'est pour ça. C'est ça ça veut dire quoi ? Que dans l'esprit culturel, à la fois des Français, peut-être aussi chez nous, aussi des Marocains, 2030, mais il y a encore le temps. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on est un peu pareil, toi, oui, absolument. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Il y a encore le temps, 2030. C'est loin. D'ici là, il ne faut pas parler de 2030. Il ne faut pas parler de 2030. Il faut dire c'est aujourd'hui. Quand vite aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il y a une menace, entre guillemets, une menace économique, aussi américaine, chinoise, indienne. C'est ça, parce qu'on est dans un environnement, on nous a parlé de globalisation, absolument, de mondialisation. Aujourd'hui, c'est transformation. Est-ce qu'aussi ça veut dire qu'il faut aller vite, parce que même les pays développés comme la France, puissance économique, ou les pays en développement comme nous, il y a tout le monde aussi qui bataille aujourd'hui. Tout le monde fait du chocolat, tout le monde fait un peu tout, fabrique des sucettes, donc il faut y aller. Quand on parle de mondialisation, on en parlait déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était une menace. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce qui a accéléré le process, c'est la technologie. Et pour moi, engager une transformation, ça n'est pas vouloir se protéger contre une menace d'invasion, entre guillemets. Non, mais là, ça veut dire une concurrence. Moi, c'est une concurrence. C'est au contraire voir dans ces nouvelles technologies et dans la digitalisation une opportunité de croissance et une ouverture sur un nouveau périmètre de commercialisation de ses propres produits ou services. Et pour un pays comme le Maroc, comme pour la France, ça permet à des PME, encore une fois, on reste au niveau de la PME, d'être à un niveau d'action et de concurrence avec des grandes entreprises, quelles qu'elles soient. Quand on est sur une plateforme, on ne sait pas qui y a derrière, on ne peut pas mesurer la taille de l'entreprise. Et en réalité, il faut voir là, dans ces nouvelles technologies, une opportunité extraordinaire comme peut-être on n'a jamais eu dans notre économie. Donc ça veut dire quoi aussi pour demain ? Peut-être ça a même déjà commencé aujourd'hui, produire plus vite et vendre plus vite. Là, il y a une notion de temps qui est plus changé. Voilà, donc c'est ça, c'est l'horloge qui a complètement changé. Il faut aller très vite. Donc produire vite. J'ai pour habitude de dire, c'est pas le gros poisson qui mange le petit, c'est le rapide qui mange le lent. Donc il y a une notion de rapidité. Il faut pas traîner. C'est pour ça qu'il faut observer ce qui se passe sur son marché. Il faut regarder les concurrents. Il faut avoir une vigie, une politique de surveillance. Mais il faut surtout pas... La surveillance se fait depuis des années, ou depuis des décennies, l'intelligence économique, même, oui, voilà. Oui. Donc on sait tout sur tout, tout le monde sait tout sur tout le monde. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent, ceux qui travaillent et ceux qui sont spectateurs et ceux qui sont acteurs. Donc quand on voit quelque chose qui se passe sur son marché, il faut aussitôt enclencher une réaction et s'y mettre aussi. Il faut pas traîner. Il faut pas traîner. Et si on peut être précurseur et être le premier, c'est encore mieux, c'est le top. Est-ce que tout ça aussi, c'est là, il y a ce spectre aussi, beaucoup de politologues s'expriment aussi là-dessus, sur cette guerre à distance technologique, parce qu'on parlait de nouvelles technologies, de transformation digitale américano-chinoise. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut pas être archi-dominé, une nouvelle forme de colonisation d'ailleurs, digitale, essentiellement, c'est aussi essayer de trouver une place entre ces deux ultra, hyper, méga puissances technologiques. Il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ces puissances qui sont avant tout des puissances économiques et financières. En termes de compétences techniques, nos pays ont des cerveaux. Vous parliez tout à l'heure des compétences sur la notion de la donnée, que ce soit au Maroc ou en France. Eh bien, oui, nous avons des cerveaux, nous avons des compétences. On sait collecter l'info, on sait grosso modo la stocker, mais on a du mal culturellement à la partager. Ça, c'est un syndrome français, un syndrome marocain. Alors que peut-être que d'autres pays la collectent, l'analysent et la partagent beaucoup plus facilement. Et je crois savoir aussi, en ayant parcouru un petit peu, en préparant l'émission et votre venue, Philippe Araou, que cette notion de partage de la donnée, de partage de l'information, elle est centrale. C'est notre société d'aujourd'hui. Oui. Il faut être dans cette transparence, il faut être dans cette façon de communiquer. Et quand on regarde les sites internet des PME aujourd'hui, c'est... Enfin, je veux pas exagérer, mais c'est à pleurer. C'est pauvre, on n'y trouve pas... En termes de contenu.
Oui, en termes de contenu. Oui, On peut pas. C'est pas la vitrine d'un magasin, quoi. Il faut que ce soit plus. Il faut partager cette information. Donc vous avez raison. Il faut parler de ses projets, de sa culture. Il faut l'échanger avec ses propres clients. Et puis il faut créer un petit microcosme avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires. Faire peut-être un espace réservé pour échanger avec eux, créer du lien. Et c'est la construction de ce microcosme qui fera que l'entreprise sera centrale. Quand vous avez partagé tout ça avec Emmanuel Macron, votre ouvrage, cette étude que vous avez menée, ce rapport que vous avez rendu au président de la République français, qu'est-ce qu'il vous a dit en aparté? En aparté, pas c'est-à-dire le off, là-dessus. Il y a du boulot, on va s'en sortir, ça va être compliqué. La question de fond, c'était est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut prendre des mesures? Est-ce qu'il faut mettre des sous? Alors, comme fonds d'amorçage, il faut peut-être mettre des sous. Voilà. Faire des lois, ça ne servira à rien. Et il vous a dit quoi, Emmanuel Macron, là? Et donc, on se tourne, on a en France une structure BPI, que vous devez connaître, et qui est du financement. Public d'investissement. Voilà, qui est un financement public. Oui, parce que même si ce ne sont que quelques milliers d'euros, eh bien, il faut être capable de les avancer pour engager une analyse ou une mise en œuvre d'une techno dans sa propre entreprise. Donc, ces quelques milliers d'euros, c'est ce qui peut manquer à l'amorçage, quoi, pour lancer l'action. Donc, il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent avec BPI. Et l'une des conséquences de cette action, qui a été d'abord de réflexion et puis pour passer à l'action ensuite avec le gouvernement français, a été de dire eh bien on va avoir un dispositif pour les PME parce qu'il n'existait pas jusque-là, ou pas, en tout cas pas suffisamment. Donc aujourd'hui c'est structuré. La BPI a lancé une ligne concernant les PME pour les accompagner dans leur transformation digitale. Voilà. Avec quel type, sur la base de quel type de critères? Pour être éligible à cette ligne de crédit. Il y a une analyse du projet. Et puis, être inscrit dans l'internationalisation, c'est-à-dire être un peu le porte-étendard du drapeau bleu-blanc-rouge à l'international. Je vous dis ça parce que les Chinois font ça, donc il n'y a pas de gêne à le faire. Oui, mais c'est pas le seul critère. Oui. Ça peut être sur son propre marché, dans son propre pays. Donc l'international, évidemment, c'est ce qui caractérise l'économie mondiale. C'est pas le premier critère, la PME française qui veut changer de géographie, qui va se battre un petit peu sur les... On a un vrai souci avec notre balance commerciale, donc c'est vrai que... On a le même ici, c'est structurel. Oui. Pas les mêmes montants, mais on a le même, c'est des déficits structurels. Donc il y a cette volonté effectivement d'aller sur des marchés à l'étranger, mais l'accompagnement à la transformation, ça peut commencer chez soi et sur son propre marché national. Non, c'est plus mesurer la vraie volonté du dirigeant et sa capacité à se remettre en cause et avoir les actions qu'il est prêt à engager pour l'accompagner dans cet effort. Vous êtes confiant, vous? On n'a pas le choix. Non, personne n'a le choix. Personne n'a le choix, ça n'est plus une option. Donc je suis confiant dans le sens où ça va se faire. Maintenant, avec qui, je ne sais pas. Il y a celles les entreprises qui auront compris et qui se seront engagées. Et puis les autres, je pense qu'elles vont souffrir dans les années. Mais l'atmosphère ambiante en France aujourd'hui, par rapport à cette question-là, entre les gilets jaunes et les gilets noirs, est-ce qu'il y a un espace, là, voilà, vous dites effectivement, il y a une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise et des PME françaises ou pas là-dessus pour saisir la balle au bon? Nous vivons une époque qui est compliquée. Internet est passé par là, qui fait que tout le monde s'exprime, tout le monde a envie de contribuer, tout le monde a son mot à dire. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter. Et ce phénomène-là, il faut s'inscrire. Donc, tout à l'heure, on parlait de transparence à propos des entreprises qui doivent communiquer davantage à l'extérieur. Donc c'est la communication, mais c'est aussi la communication interne. Donc ce changement de société, c'est un changement de culture. Moi, je suis convaincu que ça ne fera que s'amplifier. Donc autant s'y mettre tout de suite, mais y voir un facteur de croissance et de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et de progrès social pour le pays. Et y croire, mais oui, forcément. Oui, non, je ne sais pas. Parce qu'on nous dit que demain, enfin, horizon 2030, 2040, il faudra... Le citoyen 4.0 sera moitié robot, moitié homme. Non, ce sont des schémas, des caricatures, c'est exagéré. Donc il y aura toujours du progrès social. Moi, ce que je vois, c'est quand même, à l'issue de ces transformations à base de technologie, des emplois plus intéressants, d'un niveau peut-être supérieur. Et donc mieux rémunérés aussi ?
Ben oui, avec forcément, de nouveaux statuts également. Oui, avec plus de valeur ajoutée. Et donc, il faut utiliser la technologie. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pas un concurrent à la main d'œuvre. C'est un soutien à l'évolution de notre société et des compétences des collaborateurs dans les entreprises. Merci en tout cas, Philippe Araoult, pour cet éclairage analytique. Analytique, j'ai bien dit. Hein. Informatif et analytique. Parce que poser les enjeux, vous savez, le monde de demain, tout le monde l'imagine, son monde de demain. Mais personne ne sait précisément de quoi il sera composé. Mais par contre, d'être parfaitement conscient que la technologie est un partenaire. C'est comme notre smartphone aujourd'hui. On a confiance dans notre smartphone pour s'orienter, pouvoir circuler d'un point A à un point B, ne serait-ce que dans son véhicule. On dit que c'est le partenaire, c'est notre meilleur partenaire, notre confident aujourd'hui. C'était aussi pour la PME. Et on est directement concernés, nous, au Maroc. La PME, c'est 90% du tissu économique marocain, donc l'opportunité de pouvoir vous recevoir, Philippe Araoult, pour avoir un éclairage informatif, analytique sur la digitalisation, transformation numérique des PME était intéressant, est important. Merci en tout cas à vous. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de la commission technologie de l'IFAC, c'est ça, et que vous avez été président du conseil de l'ordre des experts comptables et que vous êtes président d'honneur. C'est ça. Voilà, et président de BDO France. Et aujourd'hui, président de BDO France, cabinet d'expertise comptable. On ne pense pas spontanément aux experts comptables quand on parle de digital. Et pourtant, ce sont des éléments incontournables. Vous savez qu'on commence à y penser au Maroc, les experts comptables, en fait, parce nous, le souci qu'on a, c'est que la PME, en tout cas les dirigeants de PME, doivent s'acquitter de l'impôt aussi. Il y en a qui passent entre les mailles. Voilà, les grandes entreprises, apparemment, s'acquittent de l'IS, majoritairement, mais les PME ne s'acquittent pas trop de l'IS. Donc, la facturation électronique aussi, la mise en place de toutes ces technologies. On a aussi peut-être nécessairement besoin d'avoir des experts comptables qui s'impliquent. Je ne sais pas si ça passera par une loi comme en France, mais en tout cas, voilà, une implication plus citoyenne et effective des experts comptables. L'expert comptable a un rôle essentiel à jouer dans notre société d'aujourd'hui. Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci.